Je veux être un commis exemplaire. Alors je vous dis de suite, hein, j'ai payé tous mes vêtements. Petite casquette New Era, 12 €. Un petit t-shirt Slim American, Yellow Wolf en haut, 20 €. En bas, j'ai rien. Non voilà, faut le dire quand même, hein, personne ne m'a offert de vêtements en échange de petits cadeaux, de petits votes, de petits ci, de petits là. Et personne ne m'a offert de rasage non plus, mais ça je crois que vous l'aviez deviné déjà. Allez, trêve de blabla, hein, l'actualité comics c'est un petit peu chargé cette semaine, mine de rien, et très éclectique, donc tout de suite, eh bien, ce sont les news de la semaine. Du comics au ciné. Attention, arrêtez tout, hein, Marvel a décidé de faire de la pub pour les comics papier, hein, au cinéma. Alors je sais pas si c'est John Williams, hein, le stagiaire de 3ème, qui leur a trouvé cette idée à peine maintenant, alors qu'Iron Man 1 est sorti quand même en 2008, donc ça fait 9 ans. Mais en tout cas, on peut que les féliciter, donc de chercher à convertir les fans de ciné, les passionnés de super-héros au ciné en lecteurs de comics, et ça agrandira bien notre communauté. Alors ça arrivera aux States dès le printemps prochain avec une pub pour le crossover Secret Empire et la résurrection des X-Men juste avant Les Gardiens de la Galaxie, le volume 2. Alors je sais pas si c'est peut-être un petit peu galère à transposer en France, puisqu'il y a un distributeur, il y a Panini, mais après tout, pourquoi pas. Un nouveau look pour une nouvelle vie. Et je voulais revenir avec vous très rapidement sur le nouveau look de Thor, hein, qui a été dévoilé cette semaine par Entertainment Weekly. Et oui, hein, le Thor de Ragnarok sera changé, on voit clairement, hein, l'inspiration qui a été prise du côté du comics, dit Unworthy Thor, et sur le caractère design de l'excellent Frenchie Olivier Coipel. Sauf que le design du comics est vachement mieux foutu, je sais pas vous. Là on a juste l'impression que Gladiator a couché avec Kratos, que ça a fait cette espèce d'enfant, et qu'il y a un bébé qui s'est amusé à jouer avec le tube de rouge à lèvres de sa mère sur l'armure, hein, du dieu nordique. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se fait un point sur la série X-Men. Alors vous savez peut-être, hein, mais les X-Men ont décidé d'envahir le petit écran, hein, notamment avec la série Légion, qui n'est pas très connectée avec l'univers mutant de la Fox cinématographique. Mais sachez que la chaîne prépare d'ores et déjà une seconde série qui s'apprête à corriger cela. Et on fait le point dessus. Alors on sait que la série sera écrite par Matt Nix, que le pilote sera tourné par Bryan Singer, hein, qui de mieux après tout, que l'histoire tournera autour de parents, hein, qui vont découvrir que leurs enfants sont des mutants, ont des pouvoirs, et qui vont tout faire pour les faire échapper au gouvernement très autoritaire. Il y aura des sentinelles et tout, et ça passera par rejoindre un groupe de mutants rebelles. Alors niveau comics, ça fait penser clairement à l'époque Age of X, hein, de Mike Carey, avec Magneto qui avait construit sa forteresse X et tout ça. Le nom de code du projet c'est Gifted, hein, surdoué, donc ça peut rappeler l'arc de Josh Whedon et de KCD sur Astonishing X-Men, mais apparemment c'est pas trop dans cette direction qu'on va s'orienter. Et on sait que d'ores et déjà, hein, il y aura 3 mutants tirés directement des comics, en plus de ceux qui auront été créés spécialement pour l'occasion. On sait qu'il y aura Blink, hein, créé par Scott Lobdell et Joe Madureira dans Uncanny X-Men numéro 317. Hein, elle a la particularité d'être toute violette et de pouvoir se téléporter à la perfection. Il y aura aussi Polaris, hein, créé par Arnold Drake, Jim Steranko et Don Heck. Elle est apparue pour la première fois dans X-Men numéro 49, il y a un petit moment. Son pouvoir, c'est de maîtriser le magnétisme, hein, tout type de champ magnétique, exactement comme son père, qui n'est autre que Magneto. Elle a une histoire assez chargée, elle a fait partie de la X-Factor, elle a même morflé beaucoup puisqu'elle a perdu son gène X avant qu'on lui redonne, etc., etc. Et enfin, on aura droit à Thunderbird, hein, le personnage classique, hein, créé par Chris Claremont, Dave Cockrum et Lane Wayne. Il est apparu pour la toute première fois dans le Giant Size X-Men numéro 1, la toute nouvelle équipe X-Men, et il est mort 2 numéros plus tard, et on considère que c'est le premier X-Men mort au combat, en mission, hein. Il faisait partie des minorités, c'est un héros Apache. Donc après il faudra voir si c'est John Proudstar, hein, celui dont je viens de vous parler, donc le premier X-Men à mourir au combat, ou James, hein, son frère, hein, qui par la suite est devenu un X-Men que j'adore, qui s'appelle Warpath. Je vous laisse spéculer. Corner Boxes. Alors ça, c'est un petit truc tout con, mais ça me met en joie, vous pouvez pas savoir comment. Donc l'event Resurrection des X-Men ressuscite avec lui une vieille tradition de l'éditeur, et je parle des Corner Boxes, ces espèces de petits encarts situés dans les coins des covers des comic books. Alors les Corner Boxes, il faut savoir que c'est une très vieille tradition, puisque ça remonte dans les années 30, hein, et qu'en 1939, c'est utilisé pour la première fois avec un personnage, c'est Superman, sur la couverture d'Action Comics numéro 16. Avant d'être fashion, c'était purement promotionnel, puisqu'en fait, avant
avant les comic books c'était pas forcément des séries en nom propre, mais c'était des compilations de séries, et donc des fois la couverture n'était pas très représentative de l'intérieur, et donc quand sur la couverture n'apparaissait pas le héros qui fait vendre, et bien il fallait bien le mettre quelque part, d'où Superman sur Action Comics numéro 16 qui apparaît dans la Corner Box. Alors Marvel a repris le concept après dans les années 60 sur Spider-Man, sur les 4 Fantastiques et puis sur l'ensemble de leurs séries. Ils en ont fait un élément marketing de premier choix. Quelque chose qui peut aider les lecteurs à savoir d'un coup d'œil quels personnages seront présents dans le comics qu'ils s'apprêtent à lire ou à acheter. Et après les artistes ont repris le truc, et on peut par exemple citer Al Milgrom qui entre Hulk 292 et Hulk 300, c'était la période où Bruce Banner avait fait en sorte de garder l'intellect de Bruce Banner quand il était transformé en Hulk, donc un colosse intelligent. Et donc Al Milgrom avait fait des corner box qui pouvaient se lire sous forme d'un flip box, vous savez, donc ça a évolué, puisque c'était l'époque où ça dégénérait. Donc on pouvait voir, on partait du Hulk scientifique et très intelligent au Hulk avec tous les vêtements déchirés et complètement sauvage. Donc Résurrection ramène les corner boxes, très stylisés, c'est très moderne. Seul bémol, on ne sait pas pour l'instant si jamais ça va être pour une fois ou si jamais ça va durer après les premiers numéros de Résurrection sortis. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je surkiffe, donc c'est rendez-vous en mai prochain pour avoir les premiers numéros VO avec les nouvelles Corner Boxes. Enchères comics. Alors vous savez que je garde un œil pour vous sur les enchères liées aux comics. Cette semaine, 2 événements, du Frank Miller et du Superman. On commence par ce Superman numéro 1 qui a été noté par le CGC, l'organisme qui juge l'état d'un comics, c'est officiel. Il a été noté 5.5, donc un état moyen plus, pas forcément un très joli comics. Et il a été adjugé à 507 000 $, ce qui établit un record pour ce comics, tout état confondu. Bon, en même temps, c'est pas grand chose à côté du Action Comics numéro 1 qui s'était adjugé en 2014 à plus de 3 millions de $, une bagatelle. La deuxième enchère assez remarquable de cette semaine, c'est la variante cover du Dark Knight 3 numéro 6 par Frank Miller qui s'est vendue à la Big Apple Comic Con à New York. Elle a été adjugée à 55 000 $, et là tout repose absolument sur la notoriété de l'artiste, puisque c'est très rare qu'une œuvre originale se vende aussi cher à peine quelques mois après sa sortie, puisque ça a environ 6 mois ce truc, donc bon. Comic 1 Con errante. La EliteCon, c'est une convention de comics qui se veut un marché d'objets collector de luxe pour les collectionneurs supérieurs. Alors je vous laisse vous démerder avec ce titre qui est incompréhensible. Bref, quoi qu'il en soit, l'organisation s'est retrouvée sous un torrent de merde après avoir posté une semaine avant l'ouverture de l'événement que toute personne cosplayée, femme, enfant, homme, peu importe, se verrait refuser l'entrée du salon, simplement pour garder le focus sur les objets collector. Après, il précise pas du tout ce que veut dire cosplay, puisque vous pouvez avoir des mecs cosplayés en Hitman qui ont simplement un costard cravate et ça passe. Donc est-ce qu'ils auraient refusé l'entrée à un mec qui avait une casquette rouge comme moi et un sac à dos en le traitant de dresseur de Pokémon? On sait pas. Quoi qu'il en soit, ça a fait beaucoup réagir, ils s'en sont pris des gifles sur internet, et du coup ce qu'ils ont décidé de faire, c'est simplement sur leur page d'interdire de parler de cosplay aussi, menaçant donc tous ceux qui postaient à propos de leur interdiction, de supprimer les posts, et supprimant les posts de ceux qui osaient braver l'interdiction. Voilà. Bon, si vous kiffez le cosplay, une petite parenthèse, allez regarder le trailer de Cosplay Mêlé, la nouvelle émission de Sci-Fi, à l'espèce de Top Chef pour cosplayers, puisque ces derniers s'affronteront par 4 sur toute une semaine, et qu'ils auront pour objectif donc de créer un cosplay de A à Z et de le montrer donc à un jury qualifié pour tenter de remporter 10 000 $. Alors j'espère qu'il y aura des épisodes spécialement dédiés au design des comics en partenariat avec DC, avec Marvel, avec tous les indépendants. J'espère aussi que ça sera peut-être traduit en français là avec les voix off à la con. Bobo. Et cette semaine, des créateurs de comics très célèbres se sont fait bobo. Alors peut-être qu'ils voulaient juste un petit bisou magique comme ça, je sais pas. Tiens, en tout cas, que fait la Big Apple Comic Con à New York quand Stan Lee du coup annule au dernier moment à cause d'une mauvaise grippe? Et bien pour pas trop avoir à modifier les affiches, il remplace un Lee par un autre. Qui c'est qui a dit Bruce Lee? Non les gars, il y a un peu de respect, vous respectez rien quoi. Jim Lee qui est venu remplacer au pied de guerre en speed, il a pris un avion, il a sauté le mec, il est venu remplacer Stan Lee, et ça lui a donné l'occasion de rencontrer, de rendre hommage à Frank Miller qui était présent sur les lieux. Il a dit que c'était une grande source d'inspiration pour lui et pour toute une génération d'artistes. Tiens, je vous parlais des problèmes de santé de Len Wayne, le papa de Wolverine dans le JT numéro 77, et bien sachez que celui-ci a subi une opération de la colonne vertébrale en anesthésie locale, donc il était
éveillé pendant toute la durée de l'opération. Il n'a rien trouvé de mieux que de la live tweeter, ce qui a donné lieu à des hashtags assez marrants, hein, comme hashtag je veux le facteur régénérant de Wolverine, et évidemment. En tout cas, bravo et très très bon rétablissement au bonhomme, et qui a quand même 68 ans et qui a tenu pendant 6 heures hein, en live tweetant une opération à dos ouvert. Et nous sommes 15 000. 16 000, 17 000. Et oui, je tiens à vous remercier à tous et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, puisque j'ai passé le cap des 15 000 abonnés sur la chaîne, mais le temps de vous le dire, on ne m'avez pas laissé le temps, vous ne m'avez pas laissé le temps, puisque maintenant nous sommes près de 17 500. Donc je vous remercie absolument à chacun d'entre vous, j'espère que vous allez vous plaire ici, et je vous fais 17 500 bisous à tous. C'est la fin de ce JT Comics, j'en place une pour notre Marvel national qui en ce moment est en plein examen. Non les gars, pas un toucher rectal, non, un examen d'ordre professionnel, donc un gros bisou à lui. J'espère que ce JT vous a plu et n'hésitez pas à venir en débattre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, dans les commentaires, et n'oubliez pas que vous pouvez aussi m'y laisser vos petits messages pour le bandeau, hein. N'oubliez pas aussi, cette semaine, lisez, lisez et lisez. Rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Remarque, si jamais tu postules à la fistinière, genre, est-ce que du coup le toucher rectal, ça devient un examen professionnel à valider pour pouvoir rentrer? Non, je divague. Ouais, j'ai divagué.